Quatrième vidéo de théorie sur l'évolution, on va essayer d'arrêter là. Donc la première était une intro expliquant le plan et les deux premiers points. La deuxième s'est attaquée aux origines de la vie et les théories de l'évolution. La troisième n'a repris que les mécanismes de l'évolution. Et nous sommes donc à la quatrième. On va parler des arguments en faveur de l'évolution. On va regarder les arbres phylogéniques, ce qu'il faut retenir au niveau des classifications des animaux et des végétaux et les humains. Donc je rappelle que si vous voulez avoir accès aux documents support des vidéos, vous allez dans le à propos de la chaîne et vous faites un petit geste financier en faveur de Chimie Média, un petit mail et vous avez accès à la Dropbox et aussi au groupe Messenger où on s'échange des réponses à des questions tout azimut. Alors les arguments en faveur d'une évolution, donc ça a commencé déjà par Darwin et même peut-être avant. On découvrait des fossiles et actuellement on sait les dater de différentes façons. Le carbone 14, c'est uniquement si c'est du bois, des os, des choses qui ont été vivantes. Et on s'est remonté jusqu'à 50 000 ans. Parfois, ça ne suffit pas. Et donc, on va dater par stratification, donc en regardant la roche dans laquelle on l'a retrouvée. On peut aussi utiliser le potassium, qui a une demi-vie beaucoup plus grande que celle du carbone 14. Alors, on a retrouvé quoi comme genre de fossiles? Des espèces disparues. Et donc, le fixisme, qui disait que tout avait été créé une fois pour toutes, le créationnisme, ça ne pouvait pas être bon, surtout qu'on ne retrouvait pas tout ce qu'il y avait actuellement dans toutes les couches. On a retrouvé aussi des intermédiaires structuraux. Alors, il ne faut pas confondre avec les ancêtres communs, qui eux sont des choses hypothétiques. Alors, des intermédiaires structuraux, ils ont des caractères de plusieurs classes. Alors, les classes, c'est des façons de classer le vivant. Le vivant peut être classé en deux domaines, les eucaryotes et les prokaryotes, en 6 règnes, les animaux, les végétaux, les champignons, etc. Différents embranchements ou phylums, donc ça c'est ce qu'on étudiera pour les végétaux et les animaux, et différentes classes, par exemple les mammifères, les oiseaux et toutes des choses comme ça. Et donc, des intermédiaires qui reliaient différentes classes qui actuellement sont fort différentes, donc ils avaient un petit peu de différents caractéristiques. Par exemple, le plus célèbre intermédiaire structural, c'est l'Archéoptérix. Vous avez la photo ici. Il est au muséum à Bruxelles. C'est assez impressionnant. On imagine qu'il est très grand, mais en fait, non, il fait 40 cm maximum. Alors, cet intermédiaire structural est classé dans le clade des sauropsides, qui reprend justement les reptiles et les oiseaux. Et c'est un des fossiles qui a permis de relier ces choses qui se ressemblent a priori pas du tout, des reptiles et des oiseaux, dans un seul groupe monophylétique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme caractère de reptile? Il ressemble à un dinosaure théropode, ça c'est un carnivore, bipède, avec des petits membres antérieurs et des grands membres postérieurs pour courir. Et il a aussi des caractères que n'ont pas les dinosaures et qu'ont les oiseaux. Ses fanères, donc les excroissances sur sa peau ne sont plus des écailles mais des plumes, c'est donc ce caractère ancestral ancien, les écailles, qui évoluent dans un groupe monophylétique en un caractère dérivé, les plumes. Il a aussi la présence d'une fourchette, ça c'est au niveau des deux clavicules qui sont soudées en un seul os, les oiseaux ont besoin de ça. Ils n'ont pas encore le bréchet, ça c'est une lame saillante au niveau du sternum, on voit ça dans le poulet, qui est nécessaire pour que les muscles pectoraux aient beaucoup de force. Et ça, il l'a pas encore. Donc, c'est pas encore un oiseau, il n'a pas encore tout, mais on le classe quand même parmi les oiseaux. Donc, c'est un intermédiaire structural et il a bien fait de le classer quelque part. Alors, juste un mot sur les reptiles, c'est pas une classe à part entière, c'est pas un clade, c'est pas un groupe monophylétique qui reprend un ancêtre commun et tous ses descendants. Donc, il faut parler des sauropsides qui reprend les reptiles et les oiseaux. Il y a les synapsides qui sont actuellement uniquement les mammifères. Et il y a eu une histoire avec les reptiles où on mettait des choses qui n'étaient pas assez proches les uns des autres. Donc les tortues ne vont pas avec les crocodiles, des choses comme ça. Voilà. Alors, d'autres arguments en faveur de l'évolution. Donc ça, c'est un truc qui tombe assez souvent. Les homologies anatomiques. Quand on est homologue, quand des caractères sont homologues, ils ont le même plan d'organisation. Donc ici, on voit un os, 2 os et plein de petits os et des doigts. Un os, 2 os, plein de petits os et des doigts, un os, 2 os. Ça commençait déjà au célacanthe, donc ça c'est un poisson énorme qui a des nageoires qui pourraient servir de pattes. Il existe encore, c'est un fossile actuel, et il avait déjà un os
Et là, c'était pas encore vraiment, c'est peut-être un intermédiaire structural. Donc on retrouve ce membre à plusieurs séries d'os de plus en plus séparées. Et donc des membres qui n'ont apparemment rien à voir les uns avec les autres, une nageoire de baleine, une aile de chauve-souris, un bras d'homme, une patte de tortue, ça ne se ressemble pas du tout au niveau de l'utilité, et ça c'est pas grave. On peut être homologue si on a le même plan d'organisation, si quand l'embryon est formé, ça se développe de la même façon, au même moment, et si ça occupe la même place dans l'ensemble de l'organisme. Donc ici, c'est des membres sur une colonne vertébrale. Donc voilà, alors ça c'est des caractères homologues qui ont donc tous ces caractéristiques-là. On va parler parfois de structure vestigiale. Donc les serpents, ils ont des pattes arrière. Les baleines, elles ont des os de pattes arrière aussi. Donc ça, c'est des caractères homologues aussi. Donc même s'ils ne les utilisent plus, donc même si ça n'a plus d'utilité pour eux, ils ont des vestiges, ils ont des restes. C'est plus fonctionnel, mais on les voit encore dans leur squelette. Donc ça fait aussi partie des homologies anatomiques. Attention qu'on va parfois prendre un mot qui ressemble, c'est les analogies. Quand vous êtes analogue, vous avez la même fonction. Par exemple, une aile et une aile. Ça peut être analogue sans être homologue. L'aile d'un insecte, elle n'a pas du tout le même plan de formation que l'aile d'un oiseau, ni que l'aile d'une chauve-souris. Et donc, c'est pas formé de la même façon. Donc, il faut une chrysalide et des transformations chez les insectes, tandis que chez les oiseaux et les chauves-souris. Donc, les oiseaux et chauves-souris, c'est homologue. Mais dès que vous parlez par rapport aux insectes, c'est analogue. Même fonction, mais pas homologue, au sens où on vient de le décrire. Après, toujours des homologies, donc des choses qui se ressemblent. Donc on peut voir chez l'organisme adulte, le squelette final, mais aussi au niveau du développement de l'embryon. On va avoir beaucoup d'homologie, de développement par les mêmes stades. Et on va se retrouver avec des choses qui, pendant le développement, donc quand on est au tout début, vont avoir des structures qui se ressemblent et puis après vont prendre des chemins complètement différents. Par exemple, la place des yeux. Chez les humains, ils passent devant, mais chez les poissons, ils restent sur les côtés. Et l'humain a d'abord un embryon avec ses yeux sur le côté. Après, il y a les branchies du poisson. Ici, les embryons de l'humain, il a aussi ses branchies. Ça donne ces petits squelettes de l'oreille, ces petits osselets de l'oreille interne des branchies. Après, la queue. Donc, tous les embryons ont une queue, même ceux qui n'en ont plus à la fin. Et donc, les homologies embryologiques, donc quand on regarde les embryons, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Et donc, on peut dire en fait que l'embryon repasse par tous les stades de l'évolution. C'est assez visuel. Alors, il reste encore les homologies moléculaires. Donc, ça, c'est beaucoup plus récent. Darwin, il n'avait pas accès à ça. Donc, quand on regarde les séquences, donc les lettres successives de l'ADN ou des protéines, on peut aussi dire qu'elles sont homologues, donc très 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 ressemblantes, avec des petites différences. Donc ici on a par exemple la chaîne bêta de l'hémoglobine, c'est toute une série d'acides aminés. Ici c'est la séquence protéique. Les acides aminés peuvent être décrits par une lettre ou par 3 lettres. Moi j'ai plus l'habitude d'utiliser ALA, GLU, GLI, c'est plus parlant pour moi que le A, mais voilà, c'est plus facile dans les séquences de ne mettre qu'une seule lettre. Et donc, d'après les homologies, donc plus on est homologue, plus on est proche dans l'évolution, et plus on a de différences. Donc ici, le maximum de différence avec le chat, c'est vraiment le crapaud. Et donc, le chat est le plus loin possible du crapaud. Par contre, l'homme et le chimpanzé sont vraiment au niveau de la chaîne bêta de l'hémoglobine, parfaitement identiques, et donc on les met au même stade. Et donc, quand on regarde l'ADN, c'est assez mathématique en fait, les pourcentages d'homologie. C'est pas des observations de phénotypes qui peuvent être parfois trompeuses. Et donc on peut vraiment faire des arbres. Alors les fameux arbres phylogéniques ou phylogénétiques, au début je pensais que ça désignait des choses différentes, mais j'ai vraiment vérifié, c'est un synonyme. On appelle ça aussi un cladogramme. Alors c'est quoi un clade ? Clade, en grec, ça veut dire branche. Je vous conseille vraiment de voir les racines grecques. Le clade, c'est un groupe monophylétique, donc un ancêtre commun avec tous ses descendants qui porte un caractère dérivé qui vient d'arriver. Et donc un cladogramme, c'est justement un arbre
avec des branches, et chaque branche reprend à partir d'un nœud, l'endroit où la branche commence, l'ancêtre commun. Donc l'ancêtre commun, c'est un nœud. Donc quand vous avez un arbre, ben, le nœud, c'est l'ancêtre commun, et le clade, le groupe monophylétique, ça peut être, oui, je crois, plutôt ça. Je ne sais plus en fait. Oui, voilà. Donc ceux-ci sont avec, mais pas ceux qui sont avant. Donc à partir de l'apparition d'un caractère dérivé, on a un clade. Et après, ils peuvent encore avoir beaucoup... on peut avoir des clades plus petits. Hein. Chaque fois, on va reprendre un nouveau caractère dérivé qui est différent du caractère ancestral. Et donc, on va avoir chaque fois un nouveau clade plus ou moins grand. Voilà. Alors, les caractères justement ancestraux et dérivés, c'est une notion relative. Donc, quand on va regarder un même caractère phénotypique, donc par exemple les membres, on va avoir des états, le plus récent va être dérivé, donc les membres régressés. Avant d'avoir des membres régressés, il y avait des pattes. Ça, c'est l'état ancestral par rapport aux membres régressés. Mais si maintenant on regarde la présence de pattes par rapport à une nageoire charnue, ben, les pattes sont un état dérivé par rapport à l'état ancestral. Donc c'est chaque fois relatif. Et simplement avoir des membres pairs, mais pas charnus, ben, le membre pair c'est ancestral, non charnu, et charnu c'est dérivé. Et puis pas de nageoire, c'était ancestral par rapport à avoir des nageoires. Donc c'est toujours dans la progression de l'évolution. Un état dérivé arrive après un état ancestral, mais les états dérivés peuvent eux-mêmes devenir ancestrales s'ils continuent d'évoluer. Alors les plus connus, au niveau du caractère squelette, on a d'abord eu un état ancestral cartilagineux et puis dérivé osseux. Et alors le mot phaner, qui est la production épithermique apparente, on en a déjà parlé avec Archaeopteryx. L'état ancestral, c'est l'écaille, et l'état dérivé, c'est la plume. Voilà. Mais, ok. Alors après, on parle aussi parfois de taxons. Alors ça, c'est un peu un truc fourre-tout. En fait, les taxons peuvent être plus ou moins précis. Donc c'est vraiment des rangs taxinomiques. Donc si on considère le chimpanzé et l'homme, ils sont dans une même famille. On peut considérer le taxon de la famille. Ou on peut considérer l'homme et le papillon. Ils sont dans le même taxon qui est le règne animal. Et donc le taxon, c'est des rangements de différents, enfin qui peuvent avoir plusieurs tailles. Alors on peut reprendre du plus précis au plus général les différentes étapes. Alors il y en a des intermédiaires. L'idéal c'est vraiment d'aller sur Wikipédia et vous avez chaque fois une petite carte d'identité qui reprend tout. Et c'est assez sympa à aller voir. Il y a des sous-ordres, des sous-embranchements. Ici on a été un petit peu light. Donc l'espèce, toujours un mot latin en deux parties, la première en majuscule, la deuxième en minuscule, souvent c'est donné en italique, donne le genre et l'espèce précise parmi ce genre. Après vous avez le genre, toujours en latin, le premier mot des deux mots de l'espèce, et puis vous remontez. Ça fait partie d'une famille avec plus de gens dedans, d'un ordre avec encore plus de gens dedans, d'une classe, d'un embranchement, et cela on doit les savoir. Pour les animaux, on va les voir juste après. Et puis vous avez les règnes, là vous avez les 6 règnes. Et puis les domaines, vous avez les 3 domaines. Donc ça, c'est vraiment les grandes classifications du vivant. Alors, dans le programme de la RES, il parle d'une clé dichotomique qu'il faut être capable d'utiliser. Alors ça s'appelle aussi une clé de détermination. C'est vraiment chaque fois une succession de choix et d'alternatives. Donc quand c'est dichotomique, vous avez 2 possibilités. Mais attention que parfois vous avez 3 possibilités. Et dans ce cas-là, on parlera de clé polytomique. C'est toujours ici du grec. Et donc, les clés dichotomiques ou clés de détermination en général vont permettre d'identifier les taxons. Donc, vont permettre soit d'arriver tout au bout aux différentes espèces, soit déjà de classer en différents genres, en différentes familles. Et donc, il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas connaître comment est-ce qu'on trouve que quelqu'un est un mammifère, mais il faut savoir l'utiliser. Peut-être pour les mammifères quand même, il faut peut-être un peu savoir ce qu'ils ont. Voilà, il existe des clés de détermination pour les animaux et pour les végétaux et pour les champignons et pour les bactéries, pour aboutir à tous les endroits. Alors, ce qu'il faut étudier par cœur, ça peut paraître affreux, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et ils sont déjà présents dès le Cambrien. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller revoir la première vidéo. Alors, c'est tous les embranchements du règne des animaux. Alors, cette photo vient du livre De Book que je conseille.
Je leur ai pas demandé la permission d'utiliser la photo, mais je fais leur pub, j'espère que ça suffira. Donc c'est le livre Biologie 6e, donc de secondaire. C'est assez épais, hein, c'est environ 200 pages, environ 30 € je dirais. En couleur, avec des trucs en plus et des détails sur des exercices et tout ça. Ok, alors les différents embranchements. Donc on est dans le règne animal et on va citer les embranchements. Alors les embranchements sont aussi appelés des phylums. Alors si on a fait du latin, on doit dire les phili quand on met au pluriel. Mais voilà, je ne crois pas qu'on dit ça de manière habituelle. Alors aussi bien savoir qu'un métazoaire, vous entendez le zoo là-dedans, est un animal. Il y a eu une question où on demandait qui est un métazoaire. Si on vous avait demandé qui est un animal, vous preniez une question de maternelle, mais comme c'était qui est un métazoaire, il y en a qui n'ont pas compris la question. Donc un métazoaire, c'est quelqu'un qui est un animal. Alors un animal, c'est quelqu'un qui a plusieurs cellules et se déplace. Ça, je crois que c'est les caractéristiques de la clé dichotomique. Alors, vous voyez qu'il y a à chaque fois l'apparition de qu'est-ce qu'ils ont, et donc c'est de plus en plus compliqué, donc avec de plus en plus de choses qui sont apparues. Donc, ils ont eu des tissus, ils ont eu une symétrie bilatérale, une cavité corporelle. Le cellome, c'est expliqué ailleurs, l'endosquelette, des organes d'une segmentation, donc tête, bras, machin, et des organes annexes. Et vous voyez que certains ont ceux qui n'avaient pas d'endosquelette ont évolué aussi de différentes façons. Donc je ne crois pas qu'il faut savoir leurs caractéristiques. Oui, quand même, peut-être. Donc ce qu'ils avaient demandé, c'est qui était un chordé, donc à quoi appartenaient les mammifères. Alors les mammifères, c'est une classe, donc c'est une classification en dessous des embranchements. Et donc savoir un petit peu ce qu'il y a dans ces embranchements peut être intéressant. Alors on va les citer depuis tout en bas, hein, donc en regardant les photos. Donc les porifères sont des éponges, vous voyez que vous avez un pore, un petit trou, et en fait eux ils n'ont pas de tissu, ils poussent comme ça et ils n'ont pas de vrai tissu. Je crois que si on les coupe, ils continuent à pousser. Si on broie leurs cellules, on les décroche, ces animaux pluricellulaires peuvent repartir, donc ils n'ont pas... En fait, je crois que c'est une seule sorte de cellule. Un tissu, c'est un ensemble de cellules exerçant la même fonction, donc sinon pas de tissu, c'est qu'ils n'ont qu'une seule sorte de cellule. Un tout petit peu plus compliqué, c'est les méduses, anémones de mer. C'est des choses qui sont, on les appelle des cnidaires, et ils sont en rond. Radiaire, c'est plus la caractéristique des cnidaires. Donc radiaire, je ne crois pas que ce soit le nom de l'embranchement. Donc cnidaire, c'est tout ce qui est rond. Donc il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Enfin si, il y a une bouche d'un côté et un anus de l'autre. Donc oui quand même. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Une symétrie radiaire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gauche et de droite, on va dire. Les vers plats. Donc vous voyez ici, alors vers plat c'est le nom facile. Après le platelminthe c'est la même chose mais en grec on va dire quelque part. C'est un autre truc. Donc un exemple de vers plat c'est le ténia, c'est le ver solitaire. Alors le ver solitaire c'est segmenté. Donc il y a toute une série, c'est pas des anneaux puisqu'il est plat mais toute une série de portions qui peuvent se retrouver dans les excréments et donc dans l'eau, et on peut attraper le ver solitaire en recevant un petit morceau du grand ver plat qui peut être gigantesque hein, dans les intestins des ruminants par exemple. Donc ça c'est un exemple de ver plat qui est un embranchement des animaux, le troisième. Le quatrième c'est les vers ronds. Ascaris c'est un ver, aussi un parasite du tube digestif, mais ici uniquement des hommes, pas chez les autres mammifères. Et voilà, donc il y a d'autres vers ronds, hein, c'est un exemple. Après, il y a les rotifères. Alors ceux-là, je les connais, c'est pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un pseudokélum, ok. Ils ont une chose qu'on ne précise pas ici. Bon, les rotifères, ils ont souvent une forme de trompette. Je ne sais pas si vous voyez la trompette. Ils ont un truc plus fin, un truc plus long, tandis que les vers ronds, ils ont l'air plus symétriques. Bon, c'est une autre classe, vous pouvez aller chercher les détails, mais je ne crois pas qu'on va vous embêter là-dessus. Alors, les plus connus, à part tous ces trucs vachement primitifs, on va dire, c'est les mollusques. Donc là, on arrive dans les trucs qu'on voit beaucoup en primaire. Donc les mollusques, vous retrouvez là-dedans des corps mous avec une carapace, ou des corps mous sans carapace, ou des corps mous avec structure bivalve. Donc là, c'est les différentes classes qui vont dans l'embranchement des mollusques.
Après, vous avez les annélidés, qui sont aussi des vers, mais ici, ils sont avec un corps segmenté. Donc, il y a un côté de la tête, il y a une sorte de gros anneau, si vous regardez un ver de terre. Là, on vous montre une sangsue. Les vers de terre, ils sont un peu victimes d'une légende qui dit que quand on les coupe en deux, ils peuvent continuer à vivre. On a l'impression qu'on aide la biodiversité en augmentant la population, mais c'est faux. Lui pas, parce qu'il est justement segmenté avec des organes bien placés. Et donc, si vous coupez en deux, il vous manquera des organes. Mais il y a d'autres vers, des vers ronds, qui, eux, ça va fonctionner. Alors, on arrive aux arthropodes. Vous entendez des pattes. Hein. Donc là, vous avez toutes les classes de crustacés, insectes, arachnides, myriapodes. Donc, ceux-là, on vous les a tous montrés joliment. Donc, l'embranchement des arthropodes ont parfois beaucoup de pattes. Myriapodes, ils ont des milliers. Mais ça, c'est les classes. Hein. Et ce qu'on vous demande de connaître, c'est les embranchements. Mais j'imagine que pour connaître un embranchement, il faut peut-être savoir quelles classes sont dedans pour pouvoir le citer. Mais voilà. Après, les échinodermes. Donc, vous entendez, derme, c'est la peau, et échino, il faut penser à des épines. Et donc, les étoiles de mer, c'est peut-être moins visible, mais les oursins, oui. Ils ont des épines. Donc, ça, c'est pas des pattes, c'est des... Voilà. Bon, alors, on dit qu'ils ont un corps adulte à symétrie radiaire, mais leur embryon passe par le stade bilatéral. Donc, quelque part, il y a parfois l'évolution, on a l'air de revenir en arrière, de revenir à une symétrie radiaire, mais on ne peut pas les mettre ensemble, même s'ils ont aussi une symétrie radiaire, parce que c'est un retour enfin, une adaptation qui s'est quelque part presque revenue en arrière, mais il est bien un embranchement à lui tout seul, les échinodermes, celui où on met les étoiles de mer et les oursins entre eux. Alors après, il reste les cordés. Là-dedans, vous retrouvez les vertébrés, donc vraiment une colonne vertébrale, mais pas seulement. Donc ce qu'on appelle la corde peut être juste une lame cartilagineuse. Donc vous avez des trucs très très primitifs qui sont déjà des cordés, qui étaient déjà là au Cambrien. Donc du moment qu'ils ont quelque chose à l'intérieur, plus ou moins dur sur le dos, qui contient un petit peu de neurones, c'est déjà un cordé. Donc parmi les cordés, vous trouvez les vertébrés, mais pas seulement. Parmi les vertébrés, vous trouvez les mammifères, les poissons, les reptiles, les amphibiens, qui sont des classes. Les vertébrés étant un sous-ordre, un sous-embranchement, un sous-phylum. Ok. Voilà. Alors, les végétaux. Quand vous êtes un angiosperme, vous avez des fruits, des fleurs qui donnent des fruits avec une graine à l'intérieur du fruit. Donc ça, c'est des angiospermes. Quand je vous ai dit monocotylédon, dicotylédon, c'est plus loin. Donc là, on est dans un sous-embranchement. Là, on est dans des classes. Bon, c'est assez... J'ai pas vraiment trouvé quelque chose comme dans de book pour les animaux. Alors, angiosperme, graine enfermée dans un fruit. Gymnosperme, quand on était gymnaste à Grèce antique, on faisait des choses nulles. Et je crois que gymno veut dire nu, parce qu'ils faisaient la gym nue là-bas à l'époque. Et donc, les graines ne sont pas dans un fruit. Elles sont posées sur les écailles d'un cône. Donc, quand un cône s'ouvre, les graines tombent. Et donc, ils sont grignotés comme ça par les écureuils. Donc, ça, c'est gymnosperme. Après, ça, c'est les plus récentes. Hein. Donc, celles qui ne fleurissent pas et ne produisent pas de graines, donc se multiplient par des stolons ou des spores ou des choses comme ça. Donc, il y a les fougères qui ont des racines et il y a vraiment des petites boules en dessous des feuilles qui tournent en rond, là. Les mousses n'ont pas de racines, donc ceux-là, vous pouvez les... Enfin, ça colle, mais voilà. Alors, les algues sont généralement aquatiques. Alors, ça, c'est ceux qui n'ont... Donc, ceux-ci, ils ont des tiges et des feuilles. Les algues, les lichens n'ont pas de tiges et pas de feuilles. Les lichens sont quelque part des algues terrestres. On les trouve sur les arbres. Et les algues sont aquatiques. Après, quand vous avez une plante qui n'a pas de chlorophylle, on la met dans la classe des champignons. Donc, on peut passer beaucoup de temps et dire parfois quelque chose de son contraire. Parfois, dans des suggestions de réponse, essayez de voir la moins mauvaise, si vous voulez vraiment répondre à tout. Essayez, hein, c'est mieux de viser le 20 que viser le 10, c'est plus sûr. Mais voilà, je crois qu'avec cette classification simplifiée, quelques informations sur la gauche, ça peut fonctionner. Il y a juste que les champignons, j'ai du mal à les mettre chez les végétaux. Mais voilà, ça dépend comment on prend sa clé dichotomique.
Alors on va passer à la dernière partie qui est l'homme. Alors l'homme, c'est pas facile du tout, ça évolue. À chaque fois qu'on trouve un fossile, il y a toute une bagarre pour savoir où on va le placer dans la branche vachement buissonnante de la lignée humaine. Donc l'évolution buissonnante, c'est en fait que plein de homo machin chose sont apparus presque en même temps, ils ont été contemporains et il y a eu des échanges, vous voyez ici des flèches entre eux, entre l'homo sapiens qui restait et les homo archaïques qui étaient l'homo erectus, l'homo denisova, l'homo de Néandertal. Il y a eu des échanges, mais des petits pourcentages. Donc ceux qui restent partout maintenant, qui ont communalisé partout et ont un peu supplanté ceux qui étaient ailleurs, c'est uniquement l'homo sapiens. Alors, les caractéristiques qui font qu'on est du genre humain, on a un grand volume crânien, une station verticale permanente, une colonne à double S pour pouvoir bien marcher sans souci. On a des dents particulières. On va regarder un petit peu ça sur le joli dessin. Je crois qu'il vient encore de Debook, décidément. Je leur pique beaucoup de choses. Colonne vertébrale en S, on le voit. Il y a aussi le trou occipital. Alors le trou occipital, c'est ce qui permet à la colonne vertébrale de rentrer dans le crâne. Chez l'humain, il est vertical et chez le singe, il est horizontal. Au niveau des dents, on voit qu'il y a des différences. Au niveau de du bassin, il y a une différence. Au niveau de l'orientation, au niveau du pouce opposable, tout ça, c'est les différences. Donc la présence de fesses, j'adore ce caractère humain. Donc on peut avoir des fesses. Un bassin large et court. Les membres inférieurs de travers. Voilà. Pilosité faible, pas pour tout le monde. On peut s'amuser. Alors, ça c'est vraiment, on va dire, le groupe monophylétique hominines, voilà, c'est ça. Donc les hominoïdes contiennent encore le chimpanzé et les bonobos. Les hominines, c'est uniquement le genre homo. On va y arriver. Alors, les hominines font quand même partie des hominoïdes. C'est les copains, enfin les cousins, les gorilles et les bonobos. Comme nous, ils n'ont pas de queue. C'était le caractère dérivé nouveau à notre clade, ancêtre commun et tout le monde. Après, si on va plus loin, on trouve les cathariniens. Ils ont des narines vers le bas avec une cloison fine, ce que n'ont pas tous les singes. Après, les singes siminiformes, mais déjà les primates, on les appelle déjà des singes. Les siminiformes, ils ont une fermeture de l'orbite par une paroi osseuse. Donc l'orbite, ça doit être ici en fait, entre les yeux, mais je ne suis pas sûre. Alors les aploriniens, ils n'ont plus une truffe, ils ont un nez, donc un machin avec du cartilage. Et les primates, c'est ceux qui savent agripper avec un pouce opposable. Et on est 188 dans la partie primate de l'arbre actuel. Voilà. Après, on va passer aux questions. En 2017, il n'y en a eu qu'une seule. En 2010, il y a toujours les réponses dans la description, si vous voulez vous entraîner. 2018, 2 qui se ressemblent fort, mais certainement que c'était septembre et juillet. Encore, donc il y en a 4 ou 5, 6 en 2018. En juillet 2019, ils sont arrivés avec un arbre. En septembre, toujours juillet.